le masque d'or, le visage le plus emblématique de toute l'Antiquité. Depuis le moment où Howard Carter s'est glissé dans cette chambre scellée et a prononcé ces deux mots restés dans l'histoire, le monde a cru pendant un siècle qu'il connaissait Toutankhamon. Le jeune roi tragique, le pharaon effacé, l'icône née du hasard. Il se trompait. Les grandes questions sur sa véritable identité, ses origines familiales et l'apparence physique de sa lignée n'ont jamais trouvé de réponse dans les fouilles archéologiques. Elles ont été mises de côté. Puis l'ADN est entré en scène. Ce qu'il a révélé à l'intérieur des momies de la 18e dynastie n'a pas confirmé le récit accepté par tous. Il l'a démoli. La biologie de la famille de Toutankhamon pointait vers une direction que personne n'avait anticipée, reliant des individus que rien ne semblait relier et soulevant des interrogations auxquelles les artefacts seuls n'auraient jamais pu répondre. Le roi enfant que l'histoire avait oublié s'est révélé bien plus étrange et bien plus important que le masque d'or ne l'avait jamais laissé supposer. Toutankhamon n'est pas devenu célèbre grâce à ses accomplissements. Il le doit à ce qui a survécu. 9 ans sur le trône, mort à 19 ans. Son nom effacé de chaque monument que ses successeurs pouvaient atteindre. À l'aune des critères habituels de grandeur royale, il ne constituait qu'un personnage secondaire. Ce qui l'a élevé au rang de légende, c'est la chambre scellée, le trésor intact et ce masque en or. Ce que ce masque dissimulait s'avère infiniment plus fascinant que ce qu'il dévoilait. Pour saisir ce que l'ADN a finalement mis en lumière, il faut d'abord comprendre la famille dont il provient. La 18e dynastie n'était pas une lignée royale ordinaire. Elle ressemblait davantage à un système génétique fermé, un arbre généalogique qui se refermait sur lui-même depuis des générations, par choix délibéré. Les Égyptiens appelaient cela la préservation du sang divin. La biologie en aurait proposé une toute autre définition. Le grand-père de Toutankhamon était Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants que l'Égypte ait jamais connus. Sa grand-mère était la reine Tiye, une femme d'une influence extraordinaire dont la momie est parvenue intacte jusqu'à nous et dont les traits ont alimenté les débats des égyptologues pendant des décennies. Les parents de Tiye étaient Yuya et Tuyu, un noble et son épouse dont la tombe fut découverte en 1905 et dont l'état de préservation était si remarquable qu'il laissa les archéologues qui l'ouvrirent presque sans voix. Les cheveux de Yuya étaient blonds, presque dorés. Ses traits étaient finement dessinés, son nez droit et proéminent. Sa femme Tuyu était tout aussi bien conservée. Leur apparence ne correspondait pas à l'image que des décennies de représentation populaire avaient forgée des anciens Égyptiens. Personne ne pouvait s'entendre sur ce que cela signifiait. Le débat dura des décennies et généra bien plus de passion que de clarté scientifique. Leur petit-fils Akhenaton hérita du trône d'Amenhotep III et entreprit quelque chose qu'aucun pharaon avant ni après lui n'avait tenté. Il abolit le système religieux traditionnel égyptien, le remplaça par le culte monothéiste du disque solaire Aton, fit construire une capitale entièrement nouvelle au cœur du désert, changea son propre nom et entraîna la civilisation la plus puissante de la Terre dans une révolution religieuse dont il faudrait des générations pour effacer les traces. Il eut au moins 6 filles avec sa grande épouse royale, Néfertiti. Il eut également au moins un enfant avec une autre femme. Cet enfant était Toutankhamon. L'identité de la mère de Toutankhamon a constitué l'une des questions les plus controversées de l'égyptologie pendant la majeure partie du XXe siècle. Les candidates proposées furent défendues, rejetées, réaffirmées, puis remises en cause encore et encore. Les momies avaient été retrouvées. Les archives historiques restaient lacunaires. En l'absence de données biologiques, la question ne pouvait recevoir de réponse définitive. Ce qui n'était pas sujet à débat en revanche, c'était la réalité physique de Toutankhamon lui-même. Lorsque sa momie fut examinée, elle raconta une histoire que le masque d'or avait été soigneusement conçu pour dissimuler. Il souffrait d'un pied-botte à la jambe gauche. Plus de 130 cannes de marche furent retrouvées parmi les objets de sa tombe, un chiffre si élevé qu'il avait toujours été interprété comme purement cérémonial, jusqu'à ce que les preuves médicales rendent cette explication difficile à soutenir. Ses os portaient les stigmates de plusieurs maladies. Son corps présentait les signes d'une constitution fragilisée bien avant qu'il soit en âge de gouverner quoi que ce soit. La consanguinité au sein de la 18e dynastie n'était pas un accident. C'était une politique. Les pharaons épousaient leurs sœurs. Ils épousaient leurs demi-sœurs. Ils épousaient leurs filles. Le sang divin était considéré comme trop sacré pour être dilué par des apports extérieurs. L'idéologie était cohérente. Les conséquences biologiques, elles, ne l'étaient pas. Chaque génération qui se mariait dans l'entourage immédiat réduisait la diversité génétique disponible pour la suivante. Les fragilités physiologiques s'accumulaient. Le temps que Toutankhamon vienne au monde, la lignée royale s'était engagée depuis suffisamment longtemps dans cette démarche pour que les dommages soient inscrits dans ses os. Il monta sur le trône à 10 ans. Il mourut à 19 ans. Ses 2 filles étaient mort-nées.
La dynastie qui avait dominé l'Égypte pendant 1 siècle et demi s'éteignit avec lui, non pas sous les coups d'une défaite militaire ou d'un renversement politique, mais sous l'effet de quelque chose de plus silencieux et de plus fondamental. Le sang royal s'était tout simplement épuisé. Ce que personne n'avait encore établi, c'était l'origine de ce sang. Les momies posaient la question. Les artefacts ne pouvaient y répondre. Pour cela, il fallait quelque chose que les embaumeurs de la 18e dynastie avaient préservé sans le savoir. Il fallait l'ADN. Les momies n'avaient pas eu besoin de l'ADN pour susciter la controverse. Elles l'avaient très bien fait toutes seules pendant près d'un siècle. Les indices physiques avaient toujours été difficiles à ignorer. Les cheveux blonds de Yuya, les traits marqués et proéminents de la lignée royale, les reconstructions faciales de Toutankhamon lui-même réalisées à partir des données de scanner au début des années 2000, qui présentaient un jeune homme dont l'apparence avait suscité le même silence gêné que celui que les momies originales avaient provoqué chez les archéologues qui les avaient déballées. Ce silence n'était pas scientifique. Il était politique et il dura longtemps. Le débat sur les origines ethniques et géographiques de la classe dirigeante de la 18e dynastie n'a jamais été un désaccord académique feutré. Il était bruyant, récurrent et conduit presque exclusivement à partir de ce que les gens pouvaient observer et de ce qu'ils souhaitaient voir, ce qui n'est pas la même chose. D'un côté, certains s'appuyaient sur les preuves visuelles des momies et de l'art. De l'autre, on invoquait la géographie de l'Égypte en soutenant que les conclusions tirées étaient guidées par autre chose que la rigueur scientifique. Les deux camps avaient partiellement raison, et aucun des deux n'avait accès à la seule forme de preuve capable de trancher le débat. La biologie n'était pas consultée. Pendant des décennies, elle ne l'était tout simplement pas. Cela changea progressivement. Le premier tournant significatif ne vint pas des momies royales elles-mêmes, mais d'une étude plus large sur des restes égyptiens anciens qui recadra entièrement la question. Une étude publiée en 2017 dans Nature Communication, conduite par des chercheurs de l'Institut Max Planck, extrayait et analysait l'ADN de 90 momies d'un site au sud du Caire, couvrant 1400 ans d'histoire égyptienne. Les résultats furent immédiats et frappants. Les anciens Égyptiens de l'étude ne partageaient presque aucun ADN avec les populations modernes d'Afrique subsaharienne. La distance génétique était substantielle et cohérente sur l'ensemble des données. Leurs plus proches parents étaient d'anciens agriculteurs du Levant, la région englobant l'actuel Israël et la Jordanie, ainsi que des populations néolithiques d'Anatolie et des Européens du Néolithique. Les Égyptiens modernes, en comparaison, portent environ 8% d'ascendance africaine subsaharienne de plus que les momies antiques. Quelque chose a changé dans la composition génétique de la population égyptienne au cours de la période médiévale. La population ancienne et la population moderne ne sont pas la même population. Cette découverte ne surgit pas de nulle part. La même année, une étude distincte cartographiait les génomes d'individus retrouvés dans un complexe funéraire au nord d'Israël, datant de la période chalcolithique, l'âge du cuivre, qui se situe entre l'âge de pierre et l'âge du bronze. Cette population portait une combinaison génétique spécifique d'ascendance lévantine, anatolienne et iranienne, absente dans les populations plus anciennes de la même région. Elle présentait également quelque chose d'inattendu. Des marqueurs génétiques associés à une pigmentation claire, une peau pâle, des yeux bleus, se manifestant dans des restes squelettiques d'une région à laquelle on associait généralement pas ces traits dans l'imaginaire collectif. Cette population s'est dispersée. Sa signature génétique s'est déplacée. Elle a contribué à l'ascendance de nombreuses populations à travers une vaste région durant une période de mouvement humain considérable dans le Proche-Orient ancien. Lorsque les données génétiques des momies furent mises en regard de ce que l'on savait des migrations chalcolithiques, le lien avec l'Égypte ancienne n'apparut pas comme anecdotique. Il était structurel. Appliqué à la 18e dynastie, ses implications étaient considérables. Si la population égyptienne générale du Nouvel Empire portait principalement une ascendance lévantine et anatolienne comme substrat génétique de base, alors la famille royale qui gouvernait cette population portait presque certainement les mêmes fondations ancestrales, concentrées et renforcées par des générations de mariages dans un cercle génétique fermé. Les traits physiques qui avaient alimenté un siècle de polémique n'étaient pas des anomalies. Ils étaient l'expression visible d'une ascendance que les données ADN permettaient désormais de rattacher au Proche-Orient ancien. Les momies le suggéraient depuis 100 ans. L'archéologie avait tourné autour de cette conclusion sans jamais y atterrir. Les données ADN anciennes à plus grande échelle posaient le cadre. Il restait à appliquer la génétique directement à la famille royale elle-même, extraire l'ADN des momies d'Akhenaton, de Toutankhamon et des femmes enterrées à leur côté, et lire ce que la biologie avait réellement enregistré. Lorsque ce travail fut enfin accompli, les réponses obtenues n'étaient pas celles que des décennies de débats avaient préparées à attendre. Elles étaient plus précises
plus lourde de conséquences et à plusieurs égards considérablement plus troublante. L'étude qui changea tout fut publiée dans le Journal of the American Medical Association en février 2010. Le chercheur principal en était Zahi Hawass, alors secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte. Son équipe passa 2 années à extraire et analyser l'ADN de 11 momies royales du Nouvel Empire, en recoupant les données génétiques avec les résultats de scanners, les analyses radiologiques et les sources historiques. Ce fut l'examen scientifique le plus complet jamais réalisé sur la famille royale de la 18e dynastie. Les résultats réécrivirent ce que l'archéologie avait passé un siècle à débattre. La première découverte, et la plus importante, fut la confirmation de la filiation de Toutankhamon. La momie connue sous le nom de KV55, retrouvée dans une petite tombe de la Vallée des Rois en 1907 et disputée depuis lors, fut confirmée comme étant Akhenaton. Les données génétiques établirent une relation directe père-fils entre KV55 et Toutankhamon. La question de savoir si KV55 était Akhenaton, Smenkhare ou un autre membre masculin de la lignée royale fut réglée. C'était Akhenaton. Le père de Toutankhamon avait été retrouvé, identifié et confirmé par la biologie plutôt que par les inscriptions. L'identité de la mère de Toutankhamon fut établie avec une clarté tout aussi nette. Il s'agissait de la momie connue sous le nom de la jeune dame récupérée dans la cachette de la tombe KV35. Elle n'était pas Néfertiti. Elle était une fille d'Amenhotep III et de la reine Tiye, ce qui en faisait la sœur consanguine d'Akhenaton. Les parents de Toutankhamon étaient donc frères et sœurs, non pas demi-frères et demi-sœurs, non pas de lointains cousins reliés par les définitions souples de la parenté royale que les égyptologues avaient parfois invoquées pour adoucir le tableau, mais bien des frères et sœurs au sens plein du terme. Le coefficient de consanguinité que ce calcul produisit était parmi les plus élevés jamais documentés dans une lignée royale historique. Les conséquences de cette découverte se propagèrent à travers tous les autres résultats de l'étude. Les scanners révélèrent que Toutankhamon cumulait plusieurs pathologies en même temps. Une nécrose osseuse au pied gauche, compatible avec la maladie de Kolère, une affection qui interrompt l'irrigation sanguine des os et entraîne une détérioration progressive, un pied-botte, une fente palatine, une colonne vertébrale déviée. La malaria fut confirmée par la présence d'ADN de Plasmodium falciparum dans ses restes, la souche la plus dangereuse, détectée non pas une fois mais dans plusieurs infections simultanées, laissant penser que son système immunitaire menait des combats perdus d'avance depuis des années avant sa mort. N'importe laquelle de ces pathologies aurait été à elle seule débilitante. Ensemble, elles dépeignaient un jeune homme dont le corps avait été fragilisé dès la naissance par les conséquences génétiques de ce que sa dynastie se faisait subir depuis des générations. La cause du décès avait été débattue depuis que l'équipe de Carter avait déballé la momie en 1925. La théorie du meurtre avait suscité une attention considérable, construite essentiellement autour d'un fragment osseux retrouvé détaché à l'intérieur du crâne de Toutankhamon lors d'un examen en 1968. Selon cette théorie, il aurait été frappé par derrière, assassiné par Haï ou Horemheb, ou par quelque combinaison de comploteurs de cour qui auraient voulu le faire disparaître. L'étude ADN ne confirma pas cette version. Le fragment osseux avait selon toute vraisemblance été déplacé lors du processus d'embaumement ou par l'équipe de Carter elle-même lors du déballage. Les fractures examinées avec les techniques d'imagerie moderne indiquaient une cassure survenue au moment ou après la mort, et non avant. L'analyse de 2010 conclut que la cause de décès la plus probable était une combinaison de la fracture de la jambe, survenue peut-être lors d'une chute d'une infection sévère de malaria et d'une constitution tellement affaiblie par l'accumulation des maladies que le corps n'avait plus les ressources nécessaires pour se rétablir. Néfertiti restait plus insaisissable. L'étude ADN confirma qu'elle était bien la mère des 6 filles d'Akhenaton documentées dans les sources historiques, mais elle ne la plaça parmi aucune des momies examinées. La question de savoir si elle avait été inhumée sous une identité différente, si sa tombe restait à découvrir, ou si elle était la momie connue sous le nom de la dame âgée retrouvée dans la même cachette que la jeune dame, demeurait sans réponse à l'issue des données de 2010. Ce que ces données permirent en revanche de clore, c'était la question centrale que l'archéologie n'avait jamais pu trancher clairement. La famille de Toutankhamon avait été identifiée, ses parents nommés, ses maladies répertoriées, sa mort expliquée. Le masque d'or avait toujours présenté un visage d'une perfection sereine et intemporelle. L'ADN en offrait un tout autre, celui d'un jeune homme qui avait été malade toute sa vie, né au cœur d'une crise génétique que sa dynastie avait mis 100 ans à construire et qui mourut avant d'être assez âgé pour y remédier. La 18e dynastie ne s'est pas effondrée brutalement. Elle s'est épuisée. L'ADN l'a rendue visible d'une manière que les sources historiques avaient toujours suggéré sans jamais vraiment le prouver. Le coefficient de consanguinité calculé pour Toutankhamon à partir des données génétiques de 2010
n'était pas un chiffre marginal au bord du seuil de préoccupation statistique. Il était sévère. Ses parents étaient frères et sœurs. Ce seul fait entraînait des conséquences qui se répercutaient sur chacun des autres résultats de l'étude. Lorsque deux individus étroitement apparentés ont un enfant, la probabilité que cet enfant hérite de deux copies identiques d'un gène donné, y compris de variants défectueux ou récessifs, augmente considérablement. Plus les parents sont proches, plus cette probabilité est élevée. Un frère et une sœur produisirent un coefficient qui plaçait Toutankhamon parmi les individus génétiquement les plus fragilisés jamais documentés dans une lignée royale historique. Son corps était le registre biologique de tout ce que sa dynastie avait investi dans la pureté du sang. La tombe le reflétait d'une manière qui avait toujours été visible, sans jamais être véritablement comprise. 130 cannes. Ce chiffre avait été relevé, catalogué et largement expliqué comme étant de nature cérémoniale. Les pharaons portaient houlettes et fléaux en signe du pouvoir royal. Les bâtons de marche faisaient partie du vocabulaire visuel de la royauté égyptienne. Cette explication avait toujours été disponible, et elle avait toujours été incomplète. Les données des scanners et les résultats génétiques rendaient impossible de s'y tenir. Toutankhamon avait besoin de ces cannes. La maladie osseuse du pied gauche, le pied botte, la dégradation du squelette que les images révélaient dépeigner un jeune homme pour qui marcher sans soutien représentait une réelle difficulté. Sur les quelques 5000 objets déposés dans cette tombe, 130 d'entre eux avaient été conçus pour l'aider à se tenir debout. Ce n'est pas de la cérémonie. C'est une histoire médicale écrite en bois et en ivoire. La même logique s'appliquait aux remèdes. Du miel et divers composés botaniques furent retrouvés parmi les contenus de la tombe, compatibles avec les traitements correspondant aux pathologies identifiées par l'ADN et les examens d'imagerie. La tombe n'était pas simplement un trésor de richesse royale préparé pour l'au-delà. Lue correctement, elle constituait aussi le témoignage de la maladie chronique d'un jeune homme au cours d'une courte vie. Les deux fillettes mort-nées complétaient le tableau. Ankhésenamon était la demi-sœur de Toutankhamon, elle aussi issue du cercle dynastique fermé d'Akhenaton. Ces deux grossesses échouèrent. Les restes fœtaux découverts dans de petits cercueils emboîtés à l'intérieur de la tombe furent examinés par scanner et présentaient des anomalies squelettiques compatibles avec les pressions génétiques que les données de la famille dans son ensemble avaient établies. L'obsession de la lignée pour la pureté du sang avait atteint le point où elle n'était plus capable de produire des héritiers viables. La génération suivante ne survécut pas à sa naissance. Toutankhamon mourut à 19 ans. Ce qui s'ensuivit constitua une séquence que les découvertes ADN éclairèrent d'un jour entièrement nouveau. Ankhésenamon, dernière survivante de la famille directe d'Akhénaton, se retrouva sans successeur et sans option sanctionnée par la tradition royale égyptienne. Sa lettre au roi hittite Suppiluliuma Ier était extraordinaire à tout égard. Une reine égyptienne régnante offrant le trône à un prince étranger, plutôt que de se soumettre à un mariage avec un roturier égyptien. Le désespoir qui transparaissait dans cette lettre n'était pas seulement personnel, il était dynastique. Elle savait ce qu'était devenu le sang royal. Il ne restait plus aucun parent capable de le perpétuer. Le prince Zananza mourut en route vers l'Égypte, dans des circonstances qui restent obscures. Ankhésenamon épousa Œil, son grand-oncle, un homme qui avait servi 3 pharaons et qui comprenait parfaitement ce que saisir ce moment exigeait. Elle disparaît des archives historiques immédiatement après. Œil régna 4 ans. Puis Horemheb prit le trône et entreprit l'effacement systématique qui allait ensevelir le nom de Toutankhamon pendant 3000 ans. L'effacement fut méthodique. Des noms burinés sur les monuments, des projets de construction revendiqués, des temples usurpés. La logique idéologique était limpide. Dans la croyance égyptienne, effacer un nom revenait à anéantir l'esprit. Horemheb ne réécrivait pas simplement l'histoire. Selon les termes de sa propre religion, il commettait une seconde mort. La campagne fut systématique. Le nom de Toutankhamon fut cisaillé des murs des temples et remplacé par celui d'Horemheb. Les projets de construction commandés par Toutankhamon, la colonnade de Luxor, l'allée des Sphinx de Karnak, furent revendiqués comme étant l'œuvre d'Horemheb. La stèle de restauration qu'il avait érigée à travers le pays, les proclamations annonçant le retour des anciens dieux après la révolution religieuse d'Akhénaton furent réinscrites au nom d'un autre pharaon. Ce travail ne fut pas accompli en une nuit. Il fut mené de façon méthodique au cours d'un règne de 14 ans, démantèlement administratif et patient d'une existence effacée de la mémoire historique. Cela faillit réussir. Pendant 3000 ans, ce fut presque totalement efficace. Alexandre le Grand conquit l'Égypte en 332 avant notre ère sans rencontrer le nom de Toutankhamon dans une seule inscription qu'il put déchiffrer. Jules César arriva 2 siècles plus tard et se tint dans ces mêmes temples d'où le nom avait été effacé. L'expédition de Napoléon en 1798, qui marqua le premier engagement scientifique européen sérieux avec l'Égypte ancienne,
produisit une documentation détaillée des monuments à travers tout le pays, sans aucune référence notable aux pharaons oubliés. Les savants qui accompagnaient Napoléon trouvèrent Ramsès. Ils trouvèrent Toutmosis. Ils trouvèrent les grands pharaons dont Horemheb avait laissé les noms intacts parce qu'ils ne menaçaient pas sa légitimité. Toutankhamon n'était pas parmi eux. Ce qui le sauva, c'est la géologie. Un orage sur la vallée des rois, survenu peu après son inhumation, déposa un mètre de décombres sur l'entrée de sa tombe. Des ouvriers construisant des cabanes pour les équipes qui fouillaient la tombe de Ramsès VI, 2 siècles après la mort de Toutankhamon, posèrent leurs fondations directement au-dessus de l'entrée dissimulée sans le savoir. La dissimulation fut accidentelle, totale et permanente jusqu'au matin du 4 novembre 1922, lorsque l'équipe de Carter mit au jour une seule marche taillée dans la roche. La chambre scellée préserva ce que la campagne d'Horemheb ne pouvait pas atteindre. Les objets, les momies, le matériel biologique qu'il faudrait encore un siècle pour déchiffrer. L'effacement avait visé le nom. Le corps était hors de sa portée. La science qui a permis de reconstituer la biologie n'est pas terminée. Cela doit être énoncé clairement avant de tirer la moindre conclusion de ce qu'elle a trouvé. L'étude de 2010 était rigoureuse et ses conclusions principales ont tenu. Mais 11 momies provenant d'une seule dynastie, sur une seule période de l'histoire égyptienne, constituent un point de départ, non une conclusion. L'Ancien Empire, la civilisation qui construisit les pyramides de Gizeh, reste presque entièrement non échantillonnée. La période prédynastique est génétiquement opaque. On ignore encore si la population qui bâtit la Grande Pyramide portait la même signature ancestrale que les momies du Nouvel Empire. Les bases de données auxquelles sont comparées les séquences anciennes comportent leurs propres lacunes. Des populations qui n'existent plus en tant que communautés distinctes ont pu porter des signatures génétiques qui modifieraient le tableau si elles pouvaient être incluses. L'absence de correspondance dans une base de données n'est pas une absence de correspondance dans le monde. Ce qui ne fait pas débat, c'est ce que les données ont établi. La filiation de Toutankhamon est confirmée. Le coût génétique de la politique de consanguinité de la dynastie est documenté. Les liens ancestraux que les momies laissaient entrevoir depuis un siècle ont été intégrés dans un cadre plus vaste que la révolution de l'ADN ancien construit sur plusieurs continents. L'histoire de l'ADN de Toutankhamon ne s'arrête pas à Toutankhamon lui-même. C'est là que réside la dimension qui change véritablement la portée de ces découvertes. Le réflexe lorsqu'on est confronté à des données génétiques portant sur une figure historique précise est de les traiter comme une histoire particulière, de les classer sous Égypte, de mettre à jour le chapitre concerné et d'avancer avec une version légèrement révisée de ce que tout le monde croyait déjà savoir. Ce réflexe est erroné parce que le schéma auquel appartiennent les données de la 18e dynastie n'est pas régional. Il est mondial et il apparaît sur chaque continent où l'ADN ancien peut remonter assez loin dans les archives. Revenons à l'Égypte elle-même. L'étude de 2017 dans Nature Communications établit que la population égyptienne ancienne d'Abousir el-Melek portait une ascendance qui la reliait principalement aux anciens agriculteurs levantins, aux populations néolithiques d'Anatolie et à l'héritage génétique plus large du Proche-Orient ancien. Leurs plus proches parents vivants n'étaient pas les Égyptiens modernes. Ces derniers portent environ 8% d'ascendance africaine subsaharienne, de plus que les momies antiques, un glissement survenu pendant la période médiévale, bien après les dynasties que les momies représentaient. La population ancienne et la population moderne sont génétiquement distinctes. Ce constat vaut pour la population égyptienne générale. Appliqué à la famille royale de la 18e dynastie, il revêt un poids supplémentaire. La classe dirigeante du Nouvel Empire puisait dans le même substrat ancestral que la population dans son ensemble, puis le concentrait et le compressait à travers des générations de mariages internes, jusqu'à ce que l'éventail génétique disponible à chaque nouvelle génération ne représente plus qu'une fraction de ce qu'il était à la fondation de la dynastie. La découverte génétique du complexe funéraire au nord d'Israël apporte une couche supplémentaire. Cette combinaison génétique particulière d'ascendance lévantine, anatolienne et iranienne, la population qui portait des marqueurs inattendus de pigmentation claire dans un contexte géographique qui avait surpris les chercheurs, se dispersa à travers le Proche-Orient ancien durant une période de mouvements humains substantiels. Elle contribua au substrat ancestral que les données des momies égyptiennes documentèrent plus tard. Les traits qui avaient suscité un siècle de débats inconfortables sur la 18e dynastie n'étaient pas des anomalies introduites par un contact extérieur inexpliqué. Ils étaient l'expression visible d'un substrat ancestral ancien que l'ADN a maintenant tracé à travers le chalcolithique et dans les couches les plus profondes de l'histoire des populations proches orientales. Mais l'Égypte n'est pas un cas isolé. C'est là tout le propos de la révolution de l'ADN ancien, elle revient sans cesse sur ce point. En 2016,
Le généticien Bastian Lamas séquença des génomes mitochondriaux issus de 92 momies et squelettes précolombiennes collectés à travers l'Amérique du Sud et le Mexique, des restes allant de 500 à 8600 ans d'âge. Son équipe identifia 84 lignées maternelles distinctes, représentant toute la diversité génétique des Amériques avant le contact européen. Aucune de ces lignées n'existe chez un être humain vivant aujourd'hui. 84 lignes distinctes, toutes éteintes. La diversité accumulée sur des dizaines de millénaires ne fut pas réduite par le contact européen. Elle fut effacée. Puis, en 2025, vinrent les premiers génomes anciens récupérés en Colombie. 21 individus de l'altiplano de Bogota. 7 des plus anciens appartenaient à une population inconnue de tous. Leur ADN ne correspondait à aucun groupe ancien connu des Amériques et à aucune population moderne nulle part sur Terre. Vers l'an 2000 de notre ère, ils avaient entièrement disparu, remplacés par un groupe génétiquement distinct. Un échange de population complet, ne laissant aucun descendant. L'Afrique du Nord racontait la même histoire à une autre échelle. 2 femmes retrouvées dans un abri sous roche du sud-ouest de la Libye, mortes depuis 7000 ans, préservées par un accident géologique. L'analyse génomique complète publiée en 2025 n'indiqua aucune ascendance africaine subsaharienne. Elles appartenaient à une lignée documentée nulle part ailleurs. Une population fantôme isolée en Afrique du Nord pendant 50 000 ans, culturellement en contact avec le monde qui l'entourait et génétiquement hermétique à lui en même temps. 3 continents, des échelles de temps différentes, des causes différentes, le même résultat. Des populations vivant depuis des millénaires, cohérentes et culturellement distinctes, disparaissant sans laisser la moindre trace génétique dans les peuples qui leur succédèrent. La 18e dynastie s'inscrit dans ce schéma, une population génétiquement cohérente, isolée non par la géographie mais par l'idéologie, qui se comprima jusqu'à l'extinction sur 5 générations. La famille royale qui construisit Karnak, Luxor et le temple d'Amarna ne laissa aucun descendant biologique direct. La lignée que la dynastie passa un siècle à protéger ne lui survécut pas. L'ADN le confirma. Le monde ancien était peuplé de populations disparues. La famille de Toutankhamon est simplement l'une des rares dont la disparition laissa suffisamment de traces pour être lue. Horemheb comprit quelque chose que la plupart des chefs militaires qui s'emparent du pouvoir ne prennent pas la peine de méditer. Tuer une personne ne suffit pas. Pour éliminer véritablement un rival, il faut tuer son nom. Dans la théologie égyptienne, ce n'était pas une métaphore. Le nom était une composante de l'âme. Le détruire, c'était effacer la personne non seulement dans le présent, mais à travers tout le temps, en avant comme en arrière simultanément. Horemheb aborda l'effacement de Toutankhamon avec la rigueur qu'exigeait cette conviction. La campagne fut systématique. Le nom de Toutankhamon fut ciselé des murs des temples et remplacé par celui d'Horemheb. Les projets de construction commandés par Toutankhamon, la salle à colonnade de Luxor, l'allée des Sphinx de Karnak, furent revendiqués comme son œuvre propre. La stèle de restauration que Toutankhamon avait érigée à travers le pays, les proclamations annonçant le retour des anciens dieux après la révolution religieuse d'Akhénaton, furent réinscrites aux cartouches d'un autre pharaon. Ce travail ne fut pas accompli en une nuit. Il fut mené méthodiquement sur un règne de 14 ans. Le démantèlement administratif et patient de l'existence d'un homme effacé des archives historiques. Cela faillit fonctionner. Pendant 3000 ans, ce fut presque entièrement réussi. Alexandre le Grand conquit l'Égypte en 332 avant notre ère sans rencontrer le nom de Toutankhamon dans une seule inscription. Jules César arriva 2 siècles plus tard et se tint dans ces mêmes temples dont le nom avait été expurgé. L'expédition de Napoléon en 1798, qui marqua le premier engagement scientifique européen sérieux avec l'Égypte ancienne, documenta des monuments à travers tout le pays sans aucune mention notable du pharaon oublié. Les savants qui accompagnaient Napoléon découvrirent Ramsès. Ils découvrirent Toutmosis. Ils trouvèrent les grands pharaons dont Horemheb avait préservé les noms parce qu'ils ne représentaient aucune menace pour sa légitimité. Toutankhamon n'était pas parmi eux. Ce qui le préserva, c'est la géologie. Un orage au-dessus de la vallée des rois, peu après son inhumation, déposa 1 mètre de débris sur l'entrée de sa tombe. Des ouvriers qui construisaient des huttes pour les équipes fouillant la tombe de Ramsès VI, 2 siècles après la mort de Toutankhamon, posèrent leurs fondations directement au-dessus de l'entrée dissimulée sans en avoir la moindre idée. La dissimulation fut accidentelle, totale et permanente, jusqu'au matin du 4 novembre 1922, lorsque l'équipe de Carter dégagea une unique marche taillée dans la roche. La chambre scellée préserva ce que la campagne d'Horemheb n'avait pas pu atteindre. Les objets, les momies et le matériel biologique qui mettrait encore 1 siècle à être interprétés. L'effacement avait été dirigé contre le nom. Le corps était hors de portée. Ce qui ne fait pas débat, c'est ce que les données ont établi. La filiation de Toutankhamon est confirmée. Le coût génétique de la politique de consanguinité de la dynastie est documenté.
Les connexions ancestrales que les momies laissaient entendre depuis un siècle ont été intégrées dans un cadre plus large que la révolution de l'ADN ancien construit continent par continent. Le roi enfant était réel d'une manière que le masque d'or ne lui avait jamais permis d'être. Horemheb effaça le nom de la pierre. La tombe préserva la biologie. 3000 ans plus tard, la biologie s'avéra être l'archive la plus durable. L'effacement échoua non pas parce que quelqu'un y résista, mais parce que la chambre scellée contenait quelque chose que les ciseaux ne peuvent pas atteindre. L'histoire qu'Horemheb tenta de clore est précisément celle qui n'avait pas de dernier chapitre. Le masque d'or a toujours été le mauvais endroit où chercher. Le visage qu'il dissimulait, fragile, malade, génétiquement isolé, mort à 19 ans, était le produit d'une dynastie qui avait ingénieusement préparé sa propre extinction des générations avant sa naissance. L'ADN n'a pas diminué Toutankhamon. Il l'a rendu réel d'une manière que 3000 artefacts et un siècle d'égyptologie n'avaient jamais tout à fait réussi à accomplir. Il n'était pas un symbole. Il était le dernier héritier viable d'une lignée qui s'était rétrécie pendant 100 ans, né au cœur d'une révolution religieuse qu'il n'avait pas choisie. Héritier d'un trône sur lequel il pouvait à peine se tenir debout. Enterré dans une tombe qui n'était jamais destinée à lui. Horemheb tenta de l'effacer de l'histoire. La biologie refusa. Le roi enfant que le monde ancien avait oublié s'est révélé porteur de réponses.